A minha filha amor, faz cá tanta falta. Olha, eu encontrei uma chave com uma ferradura jeita. E que é essa aí? Tudo para mesmo. Já tão braço, meu amor. Pois. Nous sommes le 14 juin 2015, il est 14h29 exactement. J'ai passé une mauvaise nuit, j'ai cru que j'allais y passer, je ne sais pas pourquoi. Je me sentais mal, très mal. À 14h29, le téléphone sonne, Marie, ma sœur, au bout du fil, en larmes, me dit « Egidio, maman est morte ». Je n'ai pas de mots, je hurle. Celle qui est sûrement la femme de ma vie, la première, celle qui m'a mise au monde, 50 ans après, par terre. C'est un moment important aussi, ça. C'est important parce que elle s'est battue toute sa vie pour pouvoir nourrir ses enfants, les vêtir, les éduquer, nous préserver. Bonjour, je suis Egidio Alves Martins, Mendes de par ma mère. Et je tiens à ce Mendes parce que c'est son côté marane, juif repenti. Et je viens de cette région où, du fond d'Aon, où il y a énormément de maranes. Ils ne le savent pas tous. D'ailleurs, papa un jour me disait juif, mais je vais à la messe tous les dimanches. Je suis né un 11 février 1960, sur mes papiers le 15 février, tout simplement parce que papa est parti le jour de ma naissance. Il a fait au salto, le saut en français, vers l'inconnu. Donc le 15, tout simplement parce qu'à l'époque, les naissances, il était important de savoir si l'enfant allait survivre, ou tout simplement parce qu'il fallait faire 50 km à pied pour aller déclarer la naissance. Donc je ne sais pas. Là-dessus, je suis un peu comme les Africains. Je mens sur mon âge de 4 jours. Papa est parti donc le jour de ma naissance. Un drame pour maman, qui voyait l'amour de sa vie partir. Et en même temps, elle m'a serré très fort dans ses bras, à tel point qu'elle pensait qu'elle allait m'étouffer. Un départ, une arrivée. Donc papa est arrivé gare d'Austerlitz, comme tous les Portugais à l'époque. Maman a rejoint papa 4 ans plus tard, avec mon grand frère, en se procurant des faux papiers. Et les autorités locales ont gardé Marie, notre grande sœur, en otage, entre guillemets, pour être sûr que maman reviendrait. Maman qui adorait les parfums, Jeanne Moreau, est arrivée en France dans les baraquements. Nous sommes arrivés en France dans les baraquements, en banlieue parisienne. Elle nous a réunis, mon frère et moi, en nous disant « Observez bien les Français, si vous voulez vous en sortir. » Parce que c'est une révolution. Elle ne s'attendait pas du tout à cela. C'était l'époque où la France se reconstruisait. Elle avait besoin de main-d'œuvre. Et la main-d'œuvre portugaise était formidable. Pas forcément déclarée. Peut-être d'où ces baraquements. Il se trouve que les HLM étaient destinés à l'immigration d'Afrique du Nord, en priorité. Donc nous nous sommes retrouvés on peut le dire, dans ce bidonville, où tout était mélangé. Arabe, espagnol, italien, français, portugais. Je me souviens également des baraquements qui sont pas des mauvais souvenirs, ni des bons souvenirs, juste des souvenirs. Je me souviens également de ces bandes dessinées. Finalement, nous avons appris à lire, mon frère et moi, et ma sœur, mais je reviendrai sur ma sœur plus tard. Sur les Marvel, les Spirou, les pilotes, nous avons appris à lire et à écrire. Ensuite vient la naissance de José Manuel. Au départ, Joseph, qui est devenu José. Curieusement. Maman est tombée enceinte en France. Évidemment, elle n'avait pas de papier, donc difficile d'accoucher en France. Elle a décidé de partir au Portugal, récupérer Marie, qui était gardée là-bas, dans le village, sous surveillance des autorités. Le problème, c'est qu'elle était enceinte pratiquement à terme. Donc, elle a perdu ses os dans le train en arrivant à Lisbonne. Elle a été arrêtée par les agents de la PIDE, la police parallèle, emmenée à l'hôpital pour accoucher. Donc, Joseph Manuel est né finalement entre le train et l'hôpital à Lisbonne. Pendant que les agents de la PIDE qui la surveillaient, à un moment d'inattention, maman a pris
son enfant dans les bras. Elle s'est entourée d'un pull qu'elle a passé par les hanches parce qu'évidemment il y avait le sang. Elle est partie de l'hôpital avec une idée en tête, c'était de récupérer sa fille évidemment, chose qu'elle a fait. Et Marie est arrivée enfin en France et la famille était recomposée avec José en plus, ou Joseph. Nous sommes restés là jusqu'en 1969. Nous allions très peu à l'école parce que j'ai souvenir de mon premier jour d'école en primaire. La maîtresse a une phrase terrible. Tous les enfants étrangers, vous mettez à droite de votre table, les mains sur la tête. Quant aux autres, nous pouvons commencer. Je me souviens de m'être promené avec un panneau attaché sur ma poitrine avec je suis étranger, je ne sais ni lire ni écrire. Je me souviens de ça. Donc l'envie d'aller à l'école n'est pas très présente. Pas une grande envie. Papa avait travaillé suffisamment, et maman surtout, pour élever ses enfants, les nourrir, les vêtir. Nous sommes arrivés à Vissou, toujours en banlieue, proche de Massy, où papa avait acheté un terrain. Et à ce moment-là, les Portugais étaient très solidaires. On se retrouvait le week-end, ils se retrouvaient le week-end pour construire cette maison. Et chacun le faisait pour l'autre. Mon frère Nuno et moi, nous avions donc... Moi j'avais 9 ans, Nuno devait avoir 10 ans et demi, 11 ans. Nous retrouvions là les week-ends également. Je me souviens que l'on portait les sacs de ciment tous les deux pour les déverser dans les bétonneuses. Je me souviens que l'on grimpait le long de ces échelles très hautes pour apporter quelques tuiles pour le toit. Je me souviens de papa qui se disputait avec les voisins qui nous prenaient pour des Romanichels parce que nous n'avions rien à faire là. Mais encore une fois, tout cela ne sont pas des mauvais souvenirs, à aucun moment. Le Portugal est loin derrière, pour l'instant. Pour revenir sur le bidonville, j'ai souvenir aussi de... Parfois, nous cassions la glace en hiver pour se débarbouiller, parce qu'évidemment, il y avait l'électricité, mais il n'y avait pas l'eau. Et on se débarbouillait avant de partir à l'école le matin en hiver. J'ai encore le froid de l'eau glacée sur le visage. Je me souviens que les murs étaient en tôle et qu'avec nos bandes dessinées, c'était notre papier peint à nous. Nous avions collé le long des parois et la nuit, on suivait les bandes dessinées à travers les parois. Pour nous vêtir, maman passait une grande partie de son temps sur les marchés, où elle allait acheter du linge d'occasion. D'ailleurs, je me souviens très bien que mes chemises étaient de marque allemande, donc j'imagine que c'était des chemises de la guerre. Et pour revenir au côté juif, peut-être les chemises des juifs des camps, certainement. J'ai oublié pourquoi je dis ça, tellement c'est choquant. Et maman ne travaillait pas, mais elle avait suffisamment de travail avec ses enfants, avec ses 6 enfants. Bien plus que d'aller chez son employé, bien plus que d'aller peut-être même travailler dans les chantiers, où les hommes avaient la part belle, les femmes beaucoup moins. D'ailleurs, maman n'a pas osé passer son permis de conduire, parce que papa lui a dit « D'accord, mais à ce moment-là, il faut que tu sois sûr de l'avoir. » Ça a l'air de rien, un permis de conduire. C'est juste l'indépendance. Quand maman est arrivée en France, elle a découvert une autre vie. Autre chose, une liberté de se déplacer, d'expression, où elle traversait Paris en métro, elle découvrait le métro, le RER, le métro, juste pour aller chez Tati, ou les marchés de tissus, de textiles, proches de Tati, dans le 18e. Enfin bref, elle découvrait Paris aussi. Et le fait de ne pas avoir de permis de conduire a été un drame pour elle jusqu'à la fin de sa vie. Le fait de dépendre de quelqu'un, évidemment de son mari, c'était une façon d'avoir la main mise sur elle. C'était le cas de beaucoup de femmes portugaises. Et d'ailleurs, souvent ce sont les hommes qui veulent repartir au Portugal et rarement les femmes. Parce qu'elles savent qu'elles vont être cantonnées dans un rôle de cuisinière et qu'elles vont passer leur vie à la cuisine. Surtout dans ces villages où il n'y a pas de supermarché. Dans ces villages des campagnes portugaises où il n'y a pas de supermarché, où il faut aller en ville. Et pour aller en ville,
il faut demander à son mari ou à un voisin. Et si ces gens ont le temps, et le temps est compté également. Donc maman passait une partie de son temps sur les marchés pour nous vêtir de linge d'occasion ou du linge que les voisins lui donnaient. Parce que 6 enfants. Et en allant au collège, j'entends un ami, enfin je pensais être un ami, un garçon. J'entends un garçon qui dit « Gidio, tu portes mon pantalon et tu portes mon pull ». J'ai été très vexé ce jour-là. L'humiliation continuait après les baraquements. J'avais déjà 11-12 ans, mais l'humiliation continuait. Et j'ai retrouvé ce garçon dans un bar parisien un soir, et je reconnais ce garçon. Nous avions à peu près 23-24 ans. Il était très content, il était devenu entre-temps auteur, romancier. Et en quittant le bar, il m'a laissé sur sa table le livre de l'intranquillité de Fernando Pessoa, que j'ai découvert à ce moment-là, que j'ai lu, relu, lu encore, jusqu'à ce que ces nombreuses lectures me donnent envie de relier avec le Portugal, me donnent envie de visiter Lisbonne et de reprendre le lien coupé avec le Portugal. J'ai pas parlé là de nos voyages. Nous étions 6 dans une voiture pour aller au Portugal, où il fallait battre des records de vitesse. Heureusement qu'il n'y avait pas de radar à l'époque. Je n'ai pas parlé de cette Espagne que l'on traversait en ligne droite, magnifique Espagne, notre Californie en fait. La péninsule ibérique, c'était notre Californie à nous. Ces grandes lignes droites, avec des stations-service, c'était des films américains extraordinaires. Je n'ai pas parlé des 6 enfants à l'arrière de la 404, évidemment, de papa, dont il était très fier. En partie par son travail, en partie par les allocations familiales, payées par les allocations familiales, parce que je ne me souviens pas d'avoir eu une heure de français, de maths, d'histoire ou d'anglais payée par mes parents. Je ne me souviens pas de ça. Je me souviens de l'aide de l'État français qui nous a permis une autre vie, qui nous a retirés de la misère. Je ne me souviens pas de que l'État portugais m'ait payé une seule heure. Donc je dois beaucoup à la France, mais mon sang est portugais. Et lors d'un match de football, France-Portugal, évidemment, je suis pour le Portugal. Allez savoir. Allez savoir. À l'issue à l'âge de 9 ans, donc, enfin j'ai pu avoir une scolarité normale. Nous parlions très peu le français parce qu'à la maison nous parlions essentiellement le portugais et que nous étions coupés du monde extérieur. Non pas de notre fait, mais parce qu'il y avait un vrai regard désobligeant très désagréable sur nous, sur les Portugais en général à l'époque. Mais c'est là que j'ai fait les premières rencontres. À la sortie de l'école, il y a une dame qui m'attendait un jour et qui m'a dit « Suis-moi ». Elle m'a emmené dans le salon. Elle m'a montré sa bibliothèque, immense bibliothèque. Elle me dit « Voilà, tu viens quand tu veux, tu prends un livre quand tu veux. Une fois que tu as terminé, tu le ramènes et tu en prends un autre. » Et cette dame a été extrêmement importante pour la suite. J'ai rencontré donc mes premiers amis, dont un garçon formidable. Pas lors de notre première rencontre, mais par la suite. Ce garçon, c'est Marc Lavoine, qui est un chanteur et artiste et comédien. Je me souviens de notre rencontre. C'était sur le bord d'un terrain de football. Il mangeait une glace et ça avait l'air très très bon. Ça avait l'air délicieux. Donc je lui ai demandé dans un portugais approximatif de me faire goûter sa glace. Il m'a regardé, il m'a dit « Tu vas te faire foutre ». Donc j'ai pris la glace et je lui ai écrasé dans le nez. Et nous étions dans la même école primaire. Donc à partir du lendemain, nous sommes liés d'amitié. Et cette amitié a duré jusqu'à aujourd'hui. À partir de l'âge de 14 ans, j'allais souvent chez Marc parce que c'est une famille ouverte aux autres. Le père Lucien nous a initiés au théâtre, à la littérature, à la musique, le jazz, la bonne chanson française, Brassens, Brel, Gainsbourg, Barbara. Même si je ne comprenais pas exactement ce qu'ils disaient et quel était leur message, j'avais compris que c'était d'une grande qualité en tout cas. Entre-temps, les études ont été un peu chaotiques
Quand on commence à l'âge de 9 ans, on ne peut pas aller très loin, d'autant qu'à la maison, nous parlions portugais. Mes études sont arrêtées très vite, très tôt. À l'âge de 17 ans, les études étaient terminées pour moi. Cette période scolaire était terminée. Mais je passais beaucoup de temps chez Lavoine, où je me faisais ma propre identité et je me cultivais pratiquement seul. À l'âge de 19 ans, Marc et moi sommes partis à découvert de Paris à travers des cours de théâtre. Nous sommes inscrits dans les cours de théâtre. Pour payer ses cours, Marc travaillait à l'Olympia. Moi, je parcourais les zones industrielles à la demande d'un employeur, mais n'ayant pas de papier, puisque je n'avais pas 18, les employeurs ne pouvaient pas m'embaucher. Il a fallu que j'aie mes papiers pour la première fois. Donc j'ai un voisin qui m'observait et qui était géomètre, qui m'a pris sous son aile, lui aussi. Les rencontres sont importantes dans une vie. Et pendant 2 ans, j'ai été maîtreur, géomètre. Voilà mon premier job. Et donc je payais mes cours du soir à travers cela. Au bout de 2 ans, j'ai perdu mon job. Je continuais mes cours de théâtre. Non pas pour devenir acteur, mais parce que ça me permettait de lire des auteurs. Ça me permettait de venir à Paris, prendre ses cours, de découvrir Paris. J'allais récupérer parce que j'avais passé mon permis entre-temps. Et ayant mon permis, nous habitions toujours en banlieue, donc je vivais chez les Lavoine à ce moment-là, qui ont demandé à mes parents si je pouvais venir vivre chez eux. J'ai continué mes cours, Marc est parti dans la chanson, et puis au moment des yeux revolver, en 84 je crois, en 1984, il est venu vers moi parce qu'il voyait que c'était compliqué pour moi le théâtre. Encore une fois, parce que je ne savais pas pourquoi je le faisais, puisque je ne voulais pas me présenter au casting. On me demandait bien mes photos, Dominique Besnéard me demandait mes photos, mais moi je n'avais pas envie. Le plaisir, encore une fois, était d'être là, sur les bancs, d'observer les autres, de les écouter, de jouer. Ayant arrêté le théâtre, Marc est revenu vers moi parce que pour lui ça commençait à marcher, les yeux revolver étaient un tube. Nous allions parfois, avant ce tube, à Lyon. Il y avait un groupe de hard qui s'appelait Your Vice, qui passait souvent en première partie de carte de séjour. Rachita, le chanteur. Et donc je suis devenu, dans un premier temps, une sorte de porte-bagages de Marc, de chauffeur de Marc. Et très vite, le régisseur de scène. Donc pendant 4 ans, nous avons travaillé ensemble sur scène. La porte de la musique s'ouvrait à moi. D'où l'importance du père de Marc qui nous a initiés à la musique. Donc, régisseur de Marc, qui avait des grandes tournées, il fallait que je m'occupe de toute la logistique, des contrats des musiciens. Petit à petit, j'apprenais un autre métier. Et je rentrais de manière vive dans ce monde de la musique. Il y a un monsieur qui s'appelle Pierre-Alain Simon, qui était producteur de Marc. Quand je suis rentré dans son bureau, il m'a dit « Bienvenue dans la famille ». Parce que le monde artistique, en effet, est une famille. En tout cas dans la musique et dans le théâtre et le cinéma. Pendant cette période, qui a duré 4 ans, j'ai rencontré une petite blonde, une grande blonde, qui est devenue la mère, la maman de mes enfants, Hugo et Louis, qui est devenue l'amour de ma vie. Nous sommes restés 23 ans ensemble. Et nous avons été licenciés. Licenciés par Marc, qui était donc mon ami, mon frère, et le boss de Béatrice, qui était tout simplement le compositeur de Marc. Ils n'ont pas supporté notre relation. Donc je me suis fâché avec Marc, d'ailleurs, qui était parti enregistrer à Los Angeles. Et de là-bas, il m'avait envoyé d'ailleurs une lettre qui s'appelle « Cher ami », qui est devenue une de ses chansons, transformée au féminin. Béatrice est des beaux quartiers, 16e depuis des générations, 16e arrondissement de Paris depuis des générations. Je viens des baraquements. La rencontre n'a pas été très bien perçue par les parents de Béatrice. Le hasard a voulu que son père se retrouve dans le même restaurant qu'elle et moi un soir. Il rentre à la maison, appelle Béatrice et lui dit « Bon,
C'est formidable, hein, mais tu me jettes ça. Béatrice est bagarrée. Contrairement à ce que pensaient Marc et Fabrice, nos anciens employeurs, c'est une véritable histoire d'amour. Béatrice s'est battue pour moi. Vraiment. Elle s'en fichait de mon milieu. Elle se fichait d'où je viens. Ce qui était important, c'est qu'on regarde devant. C'est où l'on va, elle et moi. Je me souviens d'un dîner formidable avec la grand-mère, les parents de Béatrice, et la grand-mère qui m'appelait Bernard, à qui je répondais Égidio. Elle me dit, bien sûr Bernard. Donc Béatrice est toujours bagarrée pour notre couple. J'ai beaucoup d'admiration pour elle, comme je l'ai en général pour les femmes. Pour cette femme qui m'a sorti de la rue avec sa bibliothèque. Ma mère qui m'a mise au monde, évidemment. Toutes les femmes que j'ai rencontrées dans ma vie. De Michou, Micheline, la maman de Marc, qui a appelé mes parents pour savoir si je pouvais vivre chez eux, qui m'a toujours soutenu, qui a toujours eu un regard. Les femmes ont toujours eu un regard sur moi. D'ailleurs, j'ai très peu d'amis hommes. Leurs discussions m'intéressent peu. Et c'est malgré moi. Je n'ai autour de moi que des femmes. C'est assez étonnant. Mais c'est merveilleux. Je suis en 87 à ce moment-là. Je faisais des petits jobs, des petits boulots, entre-temps. Et une productrice d'une émission de M6 qui venait de voir le jour m'appelle en me disant « Est-ce que tu as un moment? J'aimerais qu'on prenne un verre. » Je suis allé à ce rendez-vous. Il y avait là deux personnes avec elle. Et nous avons parlé. Parlé de quoi? Parlé de Fernando Pessoa. Pendant 3 heures. En terrasse. Le lendemain, elle m'a appelé. Elle me dit, voilà, je sais que tu cherches du travail. Et j'aimerais que tu viennes travailler avec nous. En tout cas, essayer. Et tu vois si ça te plaît. Donc je suis allé. Et dès le premier jour, elle m'a demandé de me documenter sur Jean-Baptiste Mondino, qui était un photographe, très grand photographe de l'époque, parce que c'était un spécial Jean-Baptiste Mondino. Je suis allé au flanc chez Jean-Baptiste Mondino, je suis resté 1 heure ou 2, je suis ressorti de là avec beaucoup de documents inédits, et donc évidemment, des documents précieux pour cette émission. Finalement, je suis resté à M6 7 ans. De documentaliste, je suis devenu le programmateur d'M6. Je programmais les émissions, les artistes, les clips, toute la partie musicale d'M6. En tant que programmateur, évidemment, j'étais convié à aller à tous les concerts, à tous les dîners. Parfois, j'avais 2-3 dîners dans la soirée. Convié à aller voir des concerts à l'étranger. Donc les voyages commencent à démarrer à ce moment-là. Où je me retrouve à voir les Floyd à Lisbonne, les Stones à Munich. Évidemment, les maisons de disques me connaissaient toutes. Et la directrice artistique du label Mercury, qui était à l'époque Polygram, qui est devenu ensuite Universal, m'a appelé en me disant qu'elle recherchait un directeur artistique et qu'elle aimerait que ce soit moi. Donc pendant 1 an, elle m'a appelé à la maison, même à 23h le soir, en espérant que je dise oui. Et moi, j'étais bien à M6. Pour moi, la télé est un bac à sable. On s'y amuse. On ne travaille pas. C'est ce que me disait ma femme à l'époque. Elle me disait, tu ne travailles pas, tu écoutes de la musique toute la journée. Oui, j'écoute de la musique toute la journée, mais je regarde aussi mes programmes pour voir s'ils fonctionnent, si l'audience est là. Et je regarde les courbes également. Et donc pendant 1 an, je refuse d'aller sur ce qui allait devenir Universal, jusqu'au jour où un monsieur Pascal Nègre, qui à ce moment-là est le président de ce qui allait devenir Universal, m'appelle en me disant, voilà, je sais que tu tournes en rond, ça fait 7 ans maintenant que tu travailles à M6, tu vas commencer à t'ennuyer. Et il a fini par me convaincre en me disant, c'est une grande maison de disques, tu essayes en tant que directeur artistique. Et je lui réponds, d'accord, mais tu doubles mon salaire et je ne veux pas de période d'essai. Il a dit, bien sûr. Donc il a doublé mon salaire, je n'avais pas de période d'essai, il a retiré la clause. Et là, je suis resté 15 ans en tant que directeur artistique, où j'étais le directeur artistique de Claude Nougaro. Je me suis occupé de William Scheller sur 2 ou 3 albums. Sylvie Vartan, Sacha Distel. J'ai signé un garçon qui s'appelle, en arrivant, j'ai signé un garçon qui s'appelle Yuri Bonaventura, un salsero, qui avait repris Ne me quitte pas de Brel en salsa. J'ai signé un garçon qui s'appelle Damien 16, une sorte de rebelle. Il avait 17 ans. Il est rentré dans mon bureau avec sa guitare, ses maquettes pourries. Nous sommes restés 1 heure ensemble. Je n'en pouvais plus d'écouter ces maquettes pourries. Au bout d'1 heure, il me demande qu'est-ce que l'on fait. Je lui dis
Vous rentrez chez vous, vous écoutez Bob Dylan et voilà. Mais je vous ai passé un message. Il m'a rappelé un mois plus tard en me disant j'ai compris le message. Est-ce que l'on peut se voir? Il est arrivé très tôt chez Universal. Je l'ai mis dans le studio. Et là, à 6h du soir, il m'a apporté guitare-voix et piano-voix, ce qui allait être son premier album, dont Jeune et con, qui est son premier tube. Donc j'ai signé des artistes assez compliqués, mais je savais très bien ce que je faisais parce que le temps de les développer à côté, je faisais de l'argent avec les autres artistes connus et reconnus. Et entre-temps, Marc revient. Il m'appelle en me disant « Écoute, je suis dans une maison de disques, il me reste en contrat, il me reste un disque et j'aimerais qu'on retravaille ensemble. » Je lui ai dit « Je serais ravi, Marc. » Vous étiez encore fâchés à l'époque. Je serais ravi, écoute, tu vois, entre ton producteur et la direction d'Universal, puis je raccroche. Pascal Nègre m'appelle en disant voilà, on va signer Marc Lavoine. Je souris et il me dit tu vas t'en occuper. Alors je lui dis non. Non Pascal, je ne m'en occuperai pas. Tout simplement parce que Marc, depuis quelques années, nous ne sommes plus vraiment dans une relation proche. Et surtout, si l'album ne fonctionne pas, je n'ai pas envie de couper définitivement avec Marc, que je considère, parce que j'ai été élevé quand même par ses parents. J'ai pas envie de me fâcher définitivement avec lui. Il m'a dit oui, mais moi j'ai remarqué que tant que vous avez travaillé ensemble, ça fonctionnait. Et le jour où vous avez arrêté de travailler ensemble, ça ne marchait plus pour lui. Donc je crois en ça. Et il a vendu 1,5 million d'albums. C'était l'album des duos avec Christina Marocco, etc. Où j'avais dit, il faut que tu chantes avec Souad Massi, qui ne connaissait pas. Algérienne, artiste magnifique, dont la tête était mise à prix dans son pays. Je lui ai dit, il faut que tu chantes avec Françoise Hardy. Donc j'avais soumis des idées comme ça. Et surtout, le titre avec Christina Marocco, à la fin des séances de studio, donc réunion entre le producteur de Marc, et les deux réalisateurs. Les deux réalisateurs ne voulaient pas du titre avec Christina. Marc ne savait pas et le producteur ne voulait pas rentrer dans la discussion. Donc j'ai dit, c'est peut-être le seul tube que nous avons dans l'album, donc nous allons le garder. Et heureusement que nous l'avons gardé car Marc, à ce moment-là, a redémarré sa carrière. Ensuite, le cinéma. Donc cette période musicale où évidemment j'ai beaucoup voyagé, évidemment j'ai rencontré beaucoup de gens, je me suis retrouvé une nuit à discuter au téléphone avec Ray Charles pour une chanson. J'ai rencontré énormément de monde, j'ai voyagé énormément, je faisais le plus beau métier du monde, jusqu'au jour où le label a été avalé par un autre label et tout le monde a été licencié sauf moi. Donc je suis allé voir Pascal Nègre qui m'avait embauché 15 ans auparavant. Et je lui ai dit écoute Pascal, je suis pas sûr qu'avec la nouvelle direction, vu la politique de signature et de développement, je ne suis pas sûr que ça fonctionne avec moi. Il m'a rappelé un mois plus tard en disant Egidio, je crois que tu avais raison. Viens dans mon bureau, il y a un chèque qui t'attend. Et donc je suis parti de la musique comme ça. Et c'est peut-être ce qui m'a sauvé finalement. Je suis parti avec un très gros chèque. Très gros. Chèque que j'ai dépensé en 2 ans. Sur des projets qui n'ont pas fonctionné. Parce que quand on est dans un milieu et qu'on est très demandé, tout le monde nous prend au téléphone. Et quand nous ne représentons plus d'intérêt pour ce milieu, les téléphones sont muets. Ils sonnent dans le vide. Donc j'ai compris ça à mes dépens. J'ai toujours, en tant que programmateur à M6 et directeur artistique chez Universal, on m'a toujours demandé, et je ne sais pas chercher du travail non plus, puisqu'on m'a toujours proposé du travail. Ça devenait compliqué, donc je voyais le chèque fondre. Ma femme m'a quitté à ce moment-là, entre-temps, donc licencié. Ma femme me quitte pour des raisons personnelles. Je suis ruiné. Et maman m'appelle 2 fois par jour, comme une mère juive. Comment tu vas, mon amour? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu vas bien? Toujours la même réponse, je vais bien, maman. Et jusqu'au jour où j'en ai marre de mentir et je dis, écoute, maman, ça va pas. Je n'ai pas de travail, j'ai pas d'amis puisque mes amis sont dans la musique et qu'ils sont occupés. J'ai plus d'amis.
Je n'ai plus de femme, j'ai plus de famille. Je vois mes enfants de temps à autre, pas assez. Je suis ruiné, je ne peux plus me soigner, donc ça ne va pas. Elle me dit, Gidio, c'est formidable. C'est une plaisanterie. Elle me dit, écoute, Gidio, tu as 50 ans, tu recommences tout à zéro. J'aurais tellement aimé tout recommencer à zéro. Alors ça fait un moment que tu veux créer ta marque d'huile d'olive. Alors je vais t'initier, je vais t'aider. Et c'est maman qui est à l'origine de la marque de l'huile qui s'appelle l'huile des Gidio. Tout simplement parce qu'elle disait à mes frères et sœurs que j'étais pratiquement le seul à récolter les olives avec elle. Une fois pressée, elle disait à mes frères et sœurs, ne touchez pas, c'est l'huile des Gidio. Donc la marque s'appelle l'huile des Gidio. Pour cette raison, et une amie qui me dit, pourquoi tu ne l'appellerais pas Egidio tout simplement? Egidio, personne ne sait que c'est un prénom. Ça peut être une région. D'ailleurs, le prénom n'est pas portugais, il est grec. Puisqu'il est le bouclier de Zeus, la protection de Zeus. Quand on dit sous l'égide de quelque chose, de quelqu'un, Egidio vient de là. Les prénoms sont importants. Peut-être que mon éloignement avec le Portugal, peut-être qu'il vient d'un prénom qui n'est pas portugais. Peut-être qu'il vient du fait que je n'ai jamais été invité par la communauté portugaise à un dîner, à une fête. Je ne sais pas pourquoi. Les gens créent une distance entre eux et moi, ou c'est moi qui la crée tout simplement. Parce que je n'aime pas qu'on me tape sur l'épaule, peut-être. La phrase de Rachita, le chanteur de Carte de Séjour, il y avait une phrase intéressante au départ qui était « La France tous les jours, l'Algérie pour toujours ». Je trouvais la phrase belle, mais elle ment. Elle ment parce que quand je vois mes compatriotes, donc j'ai toujours la nationalité portugaise, ma carte d'identité portugaise, quand je vois mes compatriotes qui parlent à longueur de temps, de dîner, du Portugal, je me dis, ils doivent être malheureux en France. Ils doivent être très malheureux. Et moi, je ne suis ni portugais, ni français. La culture est française, définitivement. D'ailleurs, je parle le portugais avec un accent, avec le même accent que les portugais, qu'ont les portugais quand ils parlent le français. C'est exactement, c'est ce qu'on m'a dit un jour. Ça m'a fait sourire. Parce que j'entends très bien l'accent des portugais quand ils parlent français. C'est un bel accent d'ailleurs. Et je me sens ni portugais ni français. J'ai juste la culture française et le sang portugais. J'ai cessé de devenir portugais à l'enterrement de maman. Les racines ont été coupées ce jour-là. Et ce qui n'est pas un souci pour moi. De toute façon, les Portugais, les émigrants, ne sont pas très bien vus au Portugal. Ils ne sont pas très bien vus non plus en France. Jusqu'à il y a peu, le regard des Français sur les Portugais était très méprisant. Et puis d'un seul coup, à travers le tourisme, à travers Lisbonne, aujourd'hui c'est très branché d'être portugais. C'est très branché. Tout le monde veut avoir son ami portugais. C'est incroyable. Et il y a quelques années encore, on allait un peu en vacances chez la femme de ménage, quoi. Ou chez les concierges. Aujourd'hui, c'est devenu très pointu, très prisé. Suite à la discussion de maman qui décide de m'initier à l'huile d'olive et surtout de transmettre. Dans la famille de maman, ils ont toujours eu des moulins. L'huile d'olive est un quotidien. Elle m'a transmis 2 ans durant ce qu'elle a pu jusqu'au coup de fil de ma sœur Marie. À ce moment-là, j'ai décidé de sortir du cadre familial. La mort de maman, les racines coupées, comment développer ce que nous avons démarré ensemble, elle et moi. Donc j'ai décidé d'aller dans les villages autour de notre village, Bogsvash. Je suis allé voir les paysans pour continuer la transmission qu'avait commencé maman. Et c'est une culture. Ça n'est pas juste de l'huile, c'est de l'huile d'olive. Les oliviers sont des arbres magnifiques, tordus, torturés, anciens, très anciens. En tout cas dans mes oliviers. Et mon huile d'olive provient de ces vieux oliviers, plusieurs fois centenaires, parfois millénaires. Un savoir-faire qui se perd, tout simplement parce que
Pourquoi payer cher une huile d'olive alors qu'on en trouve au supermarché pour qu'il y ait une poignée d'euros? Il faut savoir ce que l'on veut. On veut du bon, pas cher, ça n'existe pas. Le travail, la sueur des paysans, ça représente quelque chose, leur passion. Alors les oliviers aujourd'hui dans nos campagnes, dans nos montagnes, sont envahis par les ronces. Tout le monde s'en fout. Tout le monde va au supermarché acheter sa petite huile d'olive en pensant que parce que il est inscrit sur le bidon ou sur le flacon huile d'olive que c'est de l'huile d'olive. Ça n'est pas le cas. Je vais de village en village, de maison en maison, donc pour continuer l'apprentissage. Et je me rends compte que, en fonction de la hauteur, de l'humidité des sols, l'huile n'est pas la même. Pourtant, sont pressés dans les mêmes moulins. C'est de la Galega, olive merveilleuse, mais qui a pratiquement disparu parce qu'elle n'est pas rentable. Pourtant, c'est la meilleure. Mais l'huile n'a pas le même goût en fonction de l'humidité des sols. Donc, j'ai décidé avec la même huile d'olive, j'ai décidé de créer 3 prénoms. Maria, évidemment, mais la plupart des femmes portugaises s'appellent Maria de quelque chose. Mais là, c'est ma Maria à moi. C'est maman. Josefa, qui est l'arrière-grand-mère par qui a commencé l'huile d'olive dans la famille. Et Rosa. Rosa qui était une amie d'enfance de maman, qui aimait beaucoup, qui avait beaucoup d'admiration pour maman et elle a fait partie de mes rencontres. Rosa est récoltée à peu près à 1000 mètres dans les terres rocailleuses. Elle a en elle ce goût terreux, beaucoup de polyphénol, des antioxydants, du fait que l'arbre manque dans les terres rocailleuses d'eau, donc crée un stress hydrique. Et pour se défendre, c'est un peu technique, mais il va développer beaucoup d'antioxydants. Et c'est ce qu'on demande aussi à l'huile d'olive. Maria, donc on descend jusqu'au village où les sources commencent à s'éparpiller et créer une végétation différente. Elle a un autre goût que Rosa. Plus l'herbe coupée, plus l'artichaut qui se développe dans le palais. Et on descend jusqu'aux berges du fleuve, ou le long des berges de la rivière, où là il y a beaucoup d'humidité, et c'est Josefa, les parfums explosent, les saveurs explosent immédiatement dans la bouche, mais elle a moins de longueur en bouche. Contrairement à Rosa, qui met du temps à arriver, mais qui reste. La longueur en bouche, assez étonnante. Il n'y en a pas une qui soit meilleure que l'autre, elles sont les 3 différentes. Et les 3 sont... Voilà, moi je suis fier de développer le travail des paysans d'une région, la région de la Beira intérieure, mes origines, mon ADN, et surtout que si je peux mettre ma petite pierre pour ne pas que cette région meure, parce que dans ce village où je suis né, à ma naissance, il y avait 1000 habitants, il y avait des épiceries, des cordonniers, des couturiers, un maréchal ferrant, enfin bref, tous les corps de métier étaient là. Aujourd'hui, 60 ans plus tard, il reste 50 habitants. Et cette région est en train de mourir. Et si je peux aider à faire connaître un peu cette région, ce serait formidable. En même temps, passionnant pour la terre, pour ces rivières, ces torrents, ces fleuves, où j'ai passé beaucoup de temps avec mon frère à pêcher, où j'ai passé beaucoup de temps au milieu des sapins, à écouter juste le vent et les paysans au loin. Comme s'ils me soufflaient à l'oreille, mais on peut être à des centaines de mètres et dans les montagnes, on les entend entre eux. Voilà, c'est une région merveilleuse où je suis né et j'aimerais pas la voir mourir. Et en parlant de mourir, la vraie question finalement que les gens se posent, que nos parents se sont posés en disant je retournerai au pays, j'emmènerai mes enfants, mais les enfants finalement restent parce qu'ils ont eux-mêmes des enfants qui sont scolarisés, qui sont devenus français. Et c'est là que ça se complique. Et la vraie question finale, c'est où est-ce que je serai enterré? Au Portugal ou en France? Et ça, c'est une vraie question à laquelle il faudra un moment répondre. Est-ce que je suis portugais? Est-ce que je suis français? Moi, je n'en sais rien. Je vais donc au Portugal 3 fois dans l'année, fin novembre, début décembre, parce qu'on est en montagne et que la cueillette se fait plus tard. D'ailleurs, les moulins ouvrent le 1er décembre. Ils n'ont pas compris que le climat a changé et que les olives arrivent à maturation très tôt, ce qui arrange certaines personnes parce que plus l'olive est noire et plus elle est rentable. C'est un fruit. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est la qualité, pas la rentabilité.
Donc il faudrait que les moulins ouvrent avant. Donc j'y suis pour la cueillette, bien évidemment, parce que c'est passionnant quand même si c'est dur et qu'on a mal au bout de 3 jours, on a mal aux doigts à force de cueillette. C'est quand même passionnant. C'est beau, c'est les montagnes, c'est ensuite aller au moulin, presser, voir son travail s'écouler dans les cuves. Je vais voir les paysans, évidemment, avec lesquels je travaille, parce que maintenant, c'est un travail en famille. Papa me disait, tu verras, tu n'y arriveras pas. Eh bien, aujourd'hui, ils m'embrassent comme du bon pain, ils sont heureux de me voir, et on est heureux de travailler ensemble. J'y retourne en mars pour récupérer l'huile, tout simplement parce que si je la si je la fais venir à Paris, avant, évidemment, je paye le transport de dépôt que, naturellement, crée l'huile. Et parfois, ce dépôt est important. Et puis, ce serait volé. Et puis, j'y retourne. Parfois en juin, j'ai jamais été passionné par les mois d'août et juillet. Et puis, je préfère garder nos baignades dans le Rio, dans le fleuve, au moment où c'était pas pollué. J'ai rencontré toujours une amie marine en terrasse d'un café à Paris où je lui parlais de mon projet. Elle avait du temps, donc elle m'a dit écoute, pour le développement de Tournevis, si tu as besoin d'aide, voilà, j'ai du temps. Elle m'a présenté une fille qui s'appelle Lily Fleury, graphiste. C'est loin d'être une graphiste, c'est une artiste extraordinaire qui m'a demandé à quoi te fait penser ta maman. Donc je lui ai dit ma mère n'est pas dans un trou, pas sous terre, elle est dans tous les parfums, elle est dans l'air, quand je respire, elle est dans toutes les saveurs, dans tous les oiseaux, c'est un oiseau. Et donc elle a créé un oiseau sur l'étiquette. J'avais envie qu'on retrouve les parfums qu'il y a à l'intérieur, qu'on le retrouve à l'extérieur, sur le visuel. À la suite de ça, toujours marine, me présente un journaliste du journal Le Monde qui a craqué sur mon histoire, sur ma vie, sur comment j'arrive à l'huile d'olive, sur maman, qui remarque une phrase de maman extraordinaire, pour moi digne des grandes écoles de marketing, lors de notre première cueillette ensemble. Elle goûte l'huile, elle me parle en se parlant, ou elle se parle en me parlant. Elle goûte et elle dit « Egidio, je ne sais pas si c'est la meilleure, mais meilleure tu ne trouveras pas ». Et c'est une phrase de marketing extraordinaire, que j'ai mise sur mes étiquettes d'ailleurs, avec son prénom Maria Luceo, Marie du ciel, merveilleux. Et donc le journaliste du Monde a écrit le site. Et il se trouve que c'est le journal Le Monde, un des plus prestigieux qui existe au monde. Cette année-là, il reçoit un prix pour meilleur journaliste culinaire, etc. etc. Donc d'un seul coup, je suis très fier du travail, du parcours de l'huile d'olive. Ma mort était fière aussi. Ma première vente, parce qu'au début, ce sont les amis qui, pour m'aider à lancer la marque, qui me l'achètent. Et je me souviens que je sors de chez un ami, rue de Rivoli, je traverse la place de la Concorde, je prends les quais pour rentrer chez moi, et je m'arrête parce que je suis incapable de conduire, parce que je suis en larmes, et je suis tellement fier à ce moment-là. Je pense à maman, je pense à la région, je pense à ce travail. C'est juste quelques flacons, mais j'en suis vraiment fier. Quand on veut faire la promotion d'un objet, d'un produit, il faut parler du pays d'où ça vient, des familles d'où ça vient. Bon, l'Egidio, je l'ai connu en banlieue parisienne, il venait de Chilly-Mazarin, il est venu à Vissou, dans une petite bourgade de banlieue. On a habité ensemble. Et puis, c'est quelqu'un qui travaillait tout le temps dans la musique, on avait fait des films ensemble, etc. Et puis un jour, il est rentré à la télévision, et puis ensuite, il est rentré comme directeur artistique dans une grande maison qui s'appelait Philips. Et il a signé des artistes, notamment Frédéric Lowe et Daniel Darc. Et quand les charrettes ont commencé dans les maisons de disques à virer les gens, c'est difficile de trouver un boulot ailleurs que la musique ou le théâtre. Qu'est-ce qu'il reste ? Il reste nos racines. La terre. Donc, il est allé s'asseoir dans sa région de Bogas, dans le centre, vers le Castelblanco, le centre du Portugal. Il s'est assis. Et puis il était au pied d'un olivier et il a vu ses oliviers. Il a fait une sorte de confrérie des oliviers, de ses voisins, de ses amis. Et puis il nous a fait ce merveilleux flacon
plein d'une huile d'olive merveilleuse, qui a une couleur dingue et qui, vous allez voir, mettez juste On va petit morceau de goûter. pain Mais dedans. on va lui dire bonjour avant parce que vous en Voilà. parlez Et bien, il vous a bien présenté. Egidio hein. Alves Martins. Les projets avec l'huile, la marque existe. Il y a des articles dans les journaux, dont un magnifique dans le journal de Fondin, quand même, qui pour moi est un journal important. Il était opposé à l'époque au régime de Salazar. Saramago a écrit dans ce journal. L'huile existe sur la table de gens connus, inconnus. Elle est sur leur table. Les gens reviennent. J'ai démarré la marque ruinée, donc, comme je vous l'avais dit précédemment. Je ne savais pas qu'il fallait un milliardaire pour lancer une marque. Je ne savais pas qu'il fallait beaucoup de marketing, qu'il fallait beaucoup de commercial, donc beaucoup d'argent. Et pour moi, l'huile existe. Il y a des gens qui, de Londres, me commandent, de Suisse, d'Allemagne. Pour les États-Unis, c'est un peu plus compliqué, pour les histoires de douane. Je pense que j'ai fait ce que j'avais à faire. En tout cas, j'aimerais que ça permette que ça aide au développement que les gens connaissent cette région à travers la presse, à travers des oui-dire, à travers un bouche à oreille, parce que je pense en plus que c'est une des plus belles régions du Portugal. J'en attends rien et j'attends tout. C'était un travail colossal que d'exister à travers d'autres marques, d'être reconnu. Voilà, ça fait son bonhomme de chemin. Doucement, je ne suis pas pris par le temps parce que je sais que je n'en vis pas. Je vis de quoi continuer. Je compte pas devenir milliardaire à mon âge. Et j'ai vécu ce que j'avais à vivre dans ma vie en termes de voyage. Mes enfants aussi. Ils ont aujourd'hui 25 et 28 ans. Ils ont fait tous le tour du monde. Ils sont allés dans tous les pays du monde. Parce que j'ai pu le faire. J'avais les moyens de le faire. J'étais allé dans les plus grands restaurants, les plus grands hôtels. J'ai vécu ce que j'avais à vivre. J'ai rencontré des artistes extraordinaires. J'attends rien. Je laisse... c'est comme un bon vin, il faut le laisser travailler. Et l'huile d'olive, bon, contrairement au vin, ne vieillit pas. Mais il faut attendre qu'il travaille pour arriver à cette saveur optimale. Papa, je garde le courage qu'il a eu de passer à travers la police de la pile, la peur qu'il a dû avoir avec ses camarades, la peur qu'ils ont dû avoir. Ils ont dû se pisser dessus parce que c'était pas des gens très sympathiques apparemment. Se faire arrêter, être emmené en prison avec l'hypocrisie française, l'hypocrisie portugaise, et eux étaient au milieu de tout ça. Mais quel courage il fallait, quel courage il lui a fallu. Peut-être que ce courage ensuite s'est traduit par autre chose et que c'est maman qui a pris la place dans l'éducation de ses enfants. Maman était très fière de moi, mais elle ne savait pas pourquoi. Je pense qu'elle était très fière de moi dès le premier jour, dès le jour de la naissance. Elle disait à ses amis, je ne sais pas ce que fait Egidio, ce que fait mon fils. Il voyage partout dans le monde, il est avec les artistes. Donc les gens pensaient tous que j'étais le chauffeur des artistes. Alors que j'étais le directeur artistique, et que c'est moi qui décidais. Et puis, c'est pareil, quand je travaillais à la télévision, elle disait à ma tante, je regarde la télé pour voir s'il passe, mais je ne le vois pas. Évidemment, je travaille... Donc, mais elle était très fière que je travaille à la télévision, comme elle était très fière que je travaille dans la musique. Minha filha, sempre por sabor da novela. Vais tão brava,